Bonjour à tous. Euh, Bienvenue pour ce petit webinaire sur le mécénat. Alors, normalement, tout fonctionne bien. Donc, si jamais vous avez des difficultés de son ou de vision, n'hésitez pas à nous en faire part au travers de la partie questions. Mais si tout va bien, vous devriez nous entendre correctement. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Jean-François Cotin, je suis associé au cabinet Fideliance. Je travaille plus particulièrement sur le pôle association avec les équipes de Fideliance et d'Action Expertise. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jugurtha Begrich, qui travaille chez Xerfi et qui nous a préparé une étude sur les pratiques du mécénat pour les TPE-PME. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr d'essayer de rappeler le fonctionnement du mécénat et de vous donner une photographie des pratiques et l'analyse qui en est faite par Xerfi et Jugurtha. Voilà, l'objectif est double, à la fois de vous donner un état des lieux, parce que c'est toujours intéressant de savoir exactement ce qui se fait, de quel type de société on parle, de quel type d'association on parle, et comment le mécénat se donne. Et puis aussi d'essayer de vous donner des idées pour que vous aussi, vous vous lanciez dans le mécénat ou vous amélioriez, je dirais, votre taux de transformation entre le travail mené en amont et les campagnes que vous pouvez réaliser. Donc, tout au long de ce webinaire, vous pouvez sans problème poser des questions. Donc, vous avez un petit onglet qui vous permet de les poser. Donc, n'hésitez pas. Et puis, soit on y répondra à la fin, soit on y répondra au fil de l'eau si le timing le permet au fur et à mesure des slides. Soit, si jamais les questions sont trop compliquées ou nécessitent une réflexion de notre part, eh bien, on vous répondra en vous faisant un petit mail qui suivra ce webinaire. Donc voilà pour le mode opératoire. Donc, on est ensemble pendant à peu près 1 heure et demie selon le volume de questions. Alors, en introduction, moi, j'aime bien toujours essayer de revenir à la source parce qu'on emploie aujourd'hui beaucoup le mot mécénat. Alors, il faut savoir que mécénat, c'est pas un mot jeune, hein, puisque c'est un mot qui vient de Caius Maecena, qui était un illustre romain qui vivait proche de la naissance de Jésus-Christ, puisqu'il était en 70 avant Jésus-Christ. Et donc, c'était un homme politique romain. Alors, ce qui est intéressant dans sa vie, c'est que c'est un homme qui savait, en tout cas de ce qu'on lit de ses mémoires, c'est un homme qui savait partager et surtout concilier le pouvoir politique et l'administratif. Et donc, il a été connu et reconnu pour ça. Et c'est à partir de cet homme qu'est né le mot mécène. Donc, c'est assez intéressant de voir dans l'étymologie même du mécénat qu'en fait, l'important, en tout cas ce qui est lu de ce personnage, c'est qu'il faut savoir partager et donner l'envie de partager et inciter les gens autour à avoir cette envie et donc à partager. Alors, depuis, le mot a un petit peu vécu. Les mécènes ont été considérés pendant de longs siècles comme ceux qui aidaient à promouvoir les arts et les lettres. Donc, au travers de commandes financières, donc c'est toute l'époque, la Renaissance notamment, où au travers des aides financières, on allait faire la promotion des arts et des lettres, ce qui était une forme de don envers un artiste. Et puis, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus large que les arts et les lettres, puisque le mécénat est un mot employé
comme synonyme de don, mais qu'on applique plutôt dans le langage habituel aux dons d'entreprise. Donc, il y a du mécénat privé, mais on appelle ça des dons plutôt, et puis le mécénat d'entreprise. Donc, on voit bien que l'étymologie, elle a évolué, mais le fond reste important. Ce que je voulais aussi rappeler, c'est que si le mécénat est synonyme de don, il faut bien avoir en tête que la politique de mécénat que vous pouvez avoir en tant qu'entreprise ou la politique de mécénat que vous pouvez mettre en avant pour vos mécènes en tant qu'association doit a priori s'apparenter à un don. Alors, il y a eu beaucoup de discussions depuis une dizaine d'années sur la notion de contrepartie, puisque un mécène a le droit d'avoir des contreparties à l'opération de mécénat qu'il fait. Si vous faites une opération de mécénat avec, par exemple, un patrimoine historique, vous pouvez avoir le droit d'avoir votre nom gravé à un endroit ou d'avoir un petit retour sur un événementiel qui est organisé. Et cette notion de contrepartie, on a plusieurs remarques qui ont été faites par l'administration fiscale sur la limitation de ces contreparties. Alors, on a vu passer des pourcentages à un moment donné. Alors, il faut savoir que là, le Conseil d'État, le 20 mars 2020, donc on n'est plus dans l'histoire, là, on est dans quelque chose de récent, a fait un arrêté très clair pour rappeler la faiblesse de la contrepartie. Et notamment, c'était dans le cadre d'une association sportive, il a rappelé que s'il y avait de la publicité, il fallait le prévoir dans un autre partenariat qui était plutôt un partenariat de parrainage ou de sponsoring. Donc, il faut bien avoir en tête que le mécénat a pour objet premier un don et que la contrepartie, s'il y en a, ce qui est tout à fait possible, elle doit être très faible et l'association comme l'entreprise doit être en mesure de la valoriser pour prouver qu'on est bien dans une opération de mécénat. Donc, ayez ça en tête. Le mécénat et la pratique du mécénat, ça reste quand même du don. C'est un outil utile et ça permet des contreparties, mais ces contreparties sont de plus en plus regardées par l'administration fiscale. Donc, prudence de ce point de vue-là. Alors, quand on parle de mécénat, et Jugurtha va vous en parler plus en détail par la suite, il y a plusieurs manières d'être mécène et de toucher du mécénat. Et l'important pour nous dans ce webinaire, c'est de vous rappeler des éléments assez simples, mais d'essayer de vous donner des petites pistes pour que vos opérations de mécénat soient les bonnes. Tout d'abord, si vous voulez trouver des mécènes autour de vous, donc là je m'adresse plutôt à la partie association, sachez que vous pouvez faire du mécénat en compétences, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des gens qui vont vous aider en travaillant pour vous, des entreprises qui vont travailler gratuitement pour vous. Donc, c'est une première manière. Une deuxième manière, c'est des dons numéraires. Donc, c'est du mécénat en argent, sonnant et trébuchant. Et puis, une dernière, c'est du mécénat qu'on appelle mécénat en nature, où en fait, l'entreprise va vous apporter de la matière, va vous apporter du stock, va vous apporter des invendus, va vous apporter des choses qui, derrière vous, soit vont vous économiser des coûts, soit vont vous permettre de revendre et de faire un petit peu d'argent pour faire vivre l'objet de l'association. Donc, ayez toujours en tête qu'il y a ces trois possibilités et ayez toujours en tête qu'une entreprise… Alors, là, je passe de l'étape à comment trouver un bon mécène à l'étape, une fois que j'ai mon mécène, comment je fais dans le long terme un partenariat qui, moi, m'apporte un avantage et qui, lui apporte un avantage. Même si on parlait de l'absence de contrepartie, je pense que c'est essentiel pour une opération et des opérations de mécénat d'avoir en tête que chaque partie, association comme entreprise, a un intérêt mutuel à rentrer dans la logique. Et donc, peut y avoir un intérêt de parrainage,
mais on n'est plus dans le mécénat. Mais on peut aussi avoir un intérêt de mécénat avec une contrepartie faible. Et à ce moment-là, il faut bien détricoter les intérêts de l'entreprise et les cercles qui sont autour pour l'utiliser au mieux. Je m'explique. Une entreprise, c'est d'abord un dirigeant ou plusieurs dirigeants et ses salariés qui ont un objet de faire une activité. Donc, si on arrive à convaincre le dirigeant de nous faire un chèque de 10 000 euros, c'est super. Ceci étant dit, c'est aussi des salariés. Donc, on peut aussi impliquer les salariés à soit être des donateurs, soit être des mécènes en mécénat de compétences, soit valoriser le travail qui est fait par l'association au travers du mécénat. Donc, il y a les salariés qui jouent un rôle. Il y a aussi les clients de l'entreprise et les fournisseurs. Parce que quand on fait des opérations de mécénat, ça peut intéresser l'entreprise de faire valoir ce qui est fait entre l'association et l'entreprise au travers de ses fournisseurs ou de ses clients. Et ça peut être aussi le moyen de passer d'un lien de mécénat à plusieurs. Donc, ayez toujours en tête que dans une relation de mécénat sur le moyen et long terme, on peut aller toucher d'autres cercles que le mécène direct et ça peut intéresser les deux parties. Parce que l'association a vocation, si elle recherche des mécènes, à en chercher plusieurs. C'est plus facile dans le temps d'avoir plusieurs mécènes parce que si une année est difficile pour l'un, peut-être que pour l'autre, il aura les capacités de soutenir une opération. Dans les périodes qu'on vit actuellement, on voit bien que c'est très important d'avoir plusieurs mécènes pour que si l'un a des difficultés financières, l'autre peut soutenir. Donc, aller chercher les fournisseurs et les clients, c'est dans l'intérêt de l'association et c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise, puisque l'entreprise fait valoir un objet qui n'est pas sa mission première et qui peut mettre en avant ses valeurs, qui peut mettre en avant son envie de promouvoir autre chose que son premier objet qui est lucratif. Donc, ayez bien en tête ces choses-là. Et enfin, le dernier point, c'est qu'une entreprise, c'est aussi des actifs. Et parfois, quand le numéraire n'est pas disponible, ou en tout cas quand la stratégie de l'entreprise est de dire là, je n'ai pas l'argent pour faire du mécénat, désolé, vous pouvez aller sur les actifs de la société. Parce que peut-être qu'elle peut vous mettre à disposition des locaux, peut-être qu'elle peut prêter une voiture ou un camion pour un événement, peut-être qu'elle peut permettre à quelques collaborateurs de vous filer un coup de main. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui vont autour, qui sont les actifs de la société, immatériels avec les collaborateurs ou matériels avec un camion, avec du stock. Et donc, dans les discussions sur le long terme, ça peut être aussi des possibilités pour l'association d'ouvrir le champ du mécénat à plus de choses. Donc, voilà sur ces éléments-là. Alors, maintenant que je vous ai donné ces éléments-là, je vous propose qu'on passe à la partie de Jugurtha qui va nous présenter un peu plus en détail concrètement de combien on parle, de quoi on parle et qui sont les acteurs du mécénat en France. Donc, Jugurtha, je te laisse la parole et si besoin, j'interviendrai ou s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jugurtha Bedrich, je suis directeur d'études au sein du groupe Xerfi et je travaille plus spécifiquement dans un pôle qui est dédié aux études sur mesure qui s'appelle Xerfi Spécifique. Donc, nous collaborons avec le réseau Pro-France depuis un an, quasiment. Nous avions déjà réalisé une étude sur l'immobilier et ce second volet sur lequel nous avons travaillé porte sur le mécénat. Alors, je vais juste agrandir. On va faire ça. Voilà, donc nous avons réalisé une étude sur le mécénat en fin d'année 2020. Et cette étude, elle est décomposée en 3 parties. Alors, dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur la définition du mécénat, sur les fondamentaux, et puis je divulguerai quelques données clés sur le mécénat en France. Une seconde partie s'intéressera à la place des TPE-PME en matière de mécénat. Et enfin, nous allons voir dans une troisième partie quelles sont les perspectives pour le mécénat à l'heure de la crise du coronavirus, puisque il y a déjà et il y aura forcément des changements
de la part des entreprises mécènes quant à leurs actions. Alors, pour commencer, je vous propose de vous donner une définition du mécénat, afin de bien comprendre de quoi il s'agit et quels en sont les contours. Et puis ça viendra un petit peu compléter ce que vient de présenter Jean-François. Donc, le mécénat, il y a une définition précise qui relève d'un arrêté qui date de 1989. Et selon cet arrêté, le mécénat se définit comme le soutien apporté sans contrepartie directe de la part des bénéficiaires à une œuvre ou une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Alors, les projets aidés peuvent concerner divers domaines. On verra par la suite, notamment tout ce qui relève du social, de l'éducation, du sport également, de l'environnement, de la recherche. Jean-François l'a évoqué, normalement, le mécénat se fait à titre gratuit et sans en attendre de retour. Néanmoins, il y a des contreparties qui sont autorisées. Alors, je ne crois pas que vous l'ayez précisé, Jean-François, mais le pourcentage qui est admis, c'est 25% du montant des dons. En sachant que ce pourcentage est valable uniquement pour des dons qui ont un montant considéré comme raisonnable. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un point que vous avez, qui a été confirmé par le document de mars 2020, Jean-François. Non, alors justement, les 25%, c'est une tolérance. Et en mars 2020, ce qu'a dit le Conseil d'État, c'est que les montants étant significatifs, les 25% n'étaient plus d'actualité. Donc, prudence sur ces montants, sur ce taux de 25%, selon le volume de mécénat qui est en jeu. Très bien. Alors, là aussi, pour bien comprendre ce qu'est le mécénat, il faut aussi le distinguer d'autres pratiques et d'autres concepts qui lui sont proches, et notamment le parrainage, le sponsoring, qui sont des opérations de nature commerciale et qui ont pour objectif d'en retirer un bénéfice direct. Le mécénat est aussi parfois confondu avec tout ce qui relève des politiques de développement durable, encore la finance solidaire. Alors, on n'est pas du tout, même si ça reste très proche, hein, on n'est pas du tout sur ces thèmes-là. Alors, d'un point de vue juridique, le mécénat est encadré par la loi dite Aillagon. Cette loi, elle est basée sur un dispositif fiscal qui permet aux entreprises de déduire une partie de leurs dépenses de mécénat de leurs impôts. Le Code général des impôts prévoit une réduction d'impôt qui est prise dans la limite de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre d'affaires, lorsque ce dernier montant est plus élevé, pour les entreprises qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et qui ont effectué des versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général. Alors, pour l'ensemble de ces versements, la fraction qui est inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 60%. Et la fraction qui est supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 40%. Alors, il faut savoir que par dérogation, les dons qui sont réalisés au profit d'organismes non lucratifs qui viennent en aide aux personnes en difficulté ouvrent toujours droit à une réduction d'impôt au taux de 60%. Alors, comme Jean-François l'a évoqué, il existe différentes formes de mécénat. Je ne vais pas m'attarder sur cette slide. Il y en a 3. Le mécénat financier qui correspond à des dons en numéraire, le mécénat en nature qui correspond à un don ou à la mise à disposition gratuite de biens ou de services, et le mécénat de compétences qui correspond à la mise à disposition d'un salarié volontaire sur son temps de travail. Et il est possible de conjuguer plusieurs formes de mécénat, bien évidemment. Alors, justement, là-dessus, je tenais à rappeler un petit point sur la partie mécénat. Les 20 000 €, c'est un avantage assez fort et intéressant. Donc, pour vous, ça doit être, vous, association, c'est un outil de communication fort, puisque c'est beaucoup plus simple pour une TPE-PME aujourd'hui de comprendre le mécanisme. Avant, on était dans des 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Donc, n'hésitez pas à communiquer autour de cela. Vous avez les éléments dans le slide précédent. Ça doit être un outil de communication qui ne tombe pas vraiment la bonne année pour les entreprises parce que le Covid
Covid oblige, mais qui est quand même un vrai outil. On était à 10 000 sur 2020, là on passe à 20 000. Donc ça y est, on est dans des montants simples et significatifs pour les TPE, PME. Donc c'est le moment d'aller les convaincre. Alors, j'anticipe un petit peu, mais ce que vous venez de dire dans le contrat est très intéressant. On le verra tout à l'heure. Il y a un pourcentage qui est affiché via une enquête qui a été réalisée récemment par l'organisme Amical et qui met en avant le fait que 60% des PME ne sont pas au courant de cette mesure. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation à faire. Alors, il y a ce graphique qui présente les pratiques des entreprises mécènes. On constate que les trois formes de mécénat sont en plein développement au cours des dernières années. Les entreprises sont en effet de plus en plus nombreuses à combiner plusieurs formes pour soutenir les projets. On peut prendre par exemple le mécénat financier, pour lequel ont opté 92% des entreprises mécènes, alors qu'il n'était que 81% en 2013. Et on constate aussi le développement du mécénat de compétences. Donc là, on parle de nombre d'entreprises qui ont recours à ce type de pratique. Sur la slide suivante, c'est le même indicateur qui est mis en avant, mais cette fois-ci, on parle de budget. Et là, on se rend compte que les évolutions sont quand même légèrement différentes, avec une baisse du mécénat financier, du poids du mécénat financier et du mécénat en nature, au profit du mécénat de compétences. Ce qui ressort, en fait, c'est qu'il y a un vrai besoin d'engagement qui est exprimé par les salariés. Néanmoins, voilà, on constate quand même que le mécénat financier reste vraiment prépondérant parmi les actions qui sont menées par les entreprises. Et c'est peut-être aussi le plus connu. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'évolution des dons de mécénat, on observe une augmentation quand même assez sensible au cours des dernières années, puisque le montant des dons déclarés par les entreprises a atteint 2 milliards d'euros en 2018. C'est plus du double de ce qui a été enregistré en 2010. Alors, je précise ici qu'on parle de dons déclarés, car toutes les entreprises ne déclarent pas forcément leurs dons à l'administration fiscale. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont évoquées, notamment le fait que certaines entreprises font volontairement ce choix de ne pas bénéficier de crédit d'impôt. Et puis, il y en a d'autres pour qui il y a vraiment d'informations sur ce dispositif fiscal et qui ne font pas la démarche parce qu'elles n'ont pas connaissance, tout simplement. Je précise également que selon une enquête menée par Admical, il y aurait seulement 49% des entreprises mécènes qui ont déclaré tout ou partie de leurs dons à l'administration fiscale en 2017. Et en tenant compte de ce ratio-là, le budget de mécénat total serait plutôt compris entre 3 milliards et 3 milliards 6. Alors, la croissance des dons de mécénat, elle s'explique principalement par la hausse du nombre de mécènes au cours des dernières années. Je précise que là aussi, l'analyse porte uniquement sur les entreprises qui ont déclaré leurs dons auprès de l'administration fiscale. En 2018, elles étaient 92 000 recensées contre moins de 30 000 en 2010. Et alors, cette croissance, elle est portée par les entreprises de toute taille, même si on constate que l'évolution du nombre de grandes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire est quand même plus lente que l'évolution des TPE et PME mécènes, tout simplement parce que le taux de mécénat est plus élevé parmi ces premières structures que j'ai citées. Très rapidement, vous trouverez via les deux prochaines slides un focus régional sur le mécénat d'entreprise. Alors, ce focus, il a son importance car on se rend compte qu'il y a des vrais enjeux de proximité et d'ancrage territorial pour les mécènes et aussi pour les porteurs de projets. Alors, via ces slides, on constate qu'il y a un maillage territorial de la part des entreprises mécènes, avec toutefois une concentration dans deux régions, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. À elles deux, elles rassemblent environ un tiers des mécènes. Sur le plan budgétaire cette fois-ci, sur la première slide, on était sur le nombre d'entreprises. Cette fois-ci, on parle de budget, de pourcentage du budget de mécénat en valeur.
l'Île-de-France concentre, je vais dire sans surprise, une grande partie du budget du mécénat. On n'est pas loin des 60%. Tout simplement parce que la région accueille les sièges sociaux de nombreux grands groupes. Alors, après ce focus régional, je vous propose de regarder dans le détail la répartition des mécènes et des budgets associés en fonction de la taille des entreprises. Alors, on constate sur le graphique de gauche que les TPE-PME représentent la majorité des entreprises mécènes. Donc en bleu et en gris, on est sur un total de 96% des mécènes en 2017. Mais que sur la slide de droite, ces deux catégories d'entreprises ont une contribution qui est nettement moindre en termes de valeur que celle des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Les grandes entreprises et les ETI représentent en effet plus des 3/4 du budget du mécénat, alors qu'elles ne représentent que 4% des entreprises mécènes. Alors, on a vu en introduction que les projets aidés pouvaient concerner divers domaines. Via ce graphique, on constate qu'il y en a 3 principaux qui vont concentrer les 3/4 du budget du mécénat, à savoir le social, la culture et le patrimoine, et enfin l'éducation. Ces domaines sont particulièrement investis par les grandes entreprises. C'est une façon de montrer qu'il y a une certaine cohérence en fait pour répondre aux grands enjeux sociétaux et aux grands défis de la société. Et c'est pour ça que ces grandes entreprises vont privilégier ces 3 domaines qu'elles ont tendance à juger comme prioritaires, alors que, alors ça n'apparaît pas, je crois que c'est dans la catégorie autre, où il y a le sport. Paradoxalement, le sport en nombre de projets soutenus est l'un des domaines les plus mis en avant. Alors, l'intérêt qui est porté à la préservation du patrimoine, comme on vient de le voir sur la slide précédente notamment, il se retrouve dans le choix des zones d'intervention des mécènes, puisqu'une large majorité d'entreprises déclarent agir au niveau local ou régional. C'était le cas pour 99% des entreprises mécènes en 2017. C'est quand même 16 points de plus qu'en 2013. Et là, sans surprise, les grandes entreprises sont davantage engagées à l'échelle nationale et internationale, via notamment les actions qui sont menées par leurs filiales. Alors, pour finir cette première partie, je vous présente un tableau comparatif des avantages fiscaux liés au mécénat dans différents pays, de manière à pouvoir positionner un petit peu la France par rapport à ce qui se fait ailleurs, et en particulier dans les autres pays occidentaux. On se rend compte que le dispositif fiscal français il est quand même particulièrement incitatif. Et si je prends comme exemple la Belgique, on se rend compte que l'avantage fiscal s'applique sous forme de déduction du résultat imposable, avec un plafonnement à 5% du bénéfice net et sans dépasser 500 000 €. Alors qu'en France, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, on est sur la base d'une réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés à hauteur de 40 ou 60% des dons, avec un plafonnement à hauteur de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires ou de 20 000 €. François, vous vouliez peut-être préciser quelque chose sur… On voit ici que les intérêts fiscaux ne sont pas, c'est un des outils, mais ce n'est pas le seul outil pour convaincre une entreprise. On a clairement une question culturelle qui se pose. Et je pense que dans les discussions que vous pourrez ou vous pouvez avoir avec les chefs d'entreprise, il faut rappeler que la France n'est pas à la traîne, loin de là, sur les réductions accordées, que les montants de réduction sont significatifs, puisque c'est des réductions sur l'impôt et pas sur la déduction de la charge. Donc, il y a une vraie incitation aujourd'hui renforcée pour les TPE, PME. Jugurtha, je souhaitais revenir aussi sur une petite question qui a été posée. Les chiffres qui sont présentés incluent-ils les budgets des fondations d'entreprise? Donc, est-ce que dans les éléments de votre analyse, on a les fonds issus des fondations d'entreprise qui sont considérés comme mécénat ou pas? Tout à fait. Tout à fait.
par ce biais-là que beaucoup de grandes entreprises interviennent notamment. Qui interviennent notamment au travers de leur fondation. Exactement. Dans la partie mécénat. OK. Merci. Alors pour la suite, je vous propose d'étudier désormais la place et le rôle des TPE-PME en matière de mécénat. Alors, les TPE-PME, on l'a vu, elles représentent la majorité des entreprises mécènes et elles contribuent de manière significative à la croissance du mécénat en France. En 7 ans, entre 2010 et 2017, on constate que leur nombre, alors là je parle d'abord des TPE qui ont déclaré leurs dons, a été multiplié par 3,5 pour atteindre 54 000 unités environ en 2017. C'est la plus forte croissance, hein, toute taille d'entreprise confondue qui est observée sur la période. Et du côté des PME qui ont déclaré les dons, leur nombre a été multiplié par 2,6 sur la période pour atteindre environ 28 000 unités en 2017. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment... alors il y a une marge de progression encore importante, hein, on le verra par la suite, mais il y a un vrai attrait de la part des TPE, PME en matière de mécénat. Alors, en matière de dons, les dons moyens des TPE et PME sont élevés respectivement alors, en 2017 à 1 742 € pour les TPE et à 12 178 € pour les PME. À comparer à une moyenne autour de 23 000 €, toute taille d'entreprise confondue. Pour les TPE, ces dons ont progressé de 4% sur un an et pour les PME de 3%, alors qu'ils sont restés relativement stables pour l'ensemble des entreprises mécènes. On notera qu'il y a un écart quand même très important en matière de dons moyens avec les ETI, qui sont de l'ordre de 150 000 €, et surtout avec les grandes entreprises dont les dons moyens dépassent les 4,5 millions d'euros. Alors, via cette slide, en fait, on va mettre en avant une liste non exhaustive d'avantages et d'atouts non négligeables pour les TPE et PME, ce qui explique notamment l'évolution de leur nombre au cours des dernières années. Voilà, elles ne disposent pas nécessairement de ressources financières suffisantes pour finir des projets via des dons en numéraire. Elles peuvent privilégier le mécénat de compétences et le mécénat en nature. Néanmoins, quelle que soit la forme retenue, le mécénat présente des avantages, alors en termes de fiscalité, en termes de visibilité notamment. Alors on l'a vu que la loi Ayagon proposait une réduction d'impôt grâce au dispositif fiscal mis en place pour encourager le mécénat. En termes de visibilité, pour une TPE-PME qui met en place une politique de mécénat, c'est aussi l'occasion de développer son réseau avec les entreprises partenaires, avec des collectivités territoriales, avec des élus politiques. Dans certaines régions, il y a une volonté de la part des collectivités territoriales, par exemple, de mettre en place ce qui s'appelle le mécénat collectif, c'est-à-dire de fédérer plusieurs mécènes autour d'un ou plusieurs projets. Voilà, donc il y a vraiment une possibilité d'accroître sa visibilité, mais aussi de renforcer un petit peu sa notoriété et son image en soutenant des projets locaux ou régionaux et en contribuant à l'attractivité d'un territoire. Et puis, dans le cadre du mécénat de compétences, il y a la possibilité pour une TPE ou pour une PME d'avoir une plus grande implication de la part des collaborateurs et de développer peut-être des relations entre eux. Parce que c'est peut-être moins le cas au sein d'une TPE, mais au sein d'une PME, tous les collaborateurs ne sont pas toujours amenés à se rencontrer par le biais d'actions de mécénat de compétences. Ça peut être une opportunité à ce niveau-là. Alors, Jean-François en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a eu une évolution du contexte législatif au cours des dernières années, justement pour inciter davantage de TPE, PME à s'engager dans le mécénat. Jusqu'en 2019, ce qu'on constatait, c'est que le plafond de réduction d'impôt, qui était de l'ordre de 0,5% du chiffre d'affaires, était rapidement atteint
pour les TPE et encore plus pour les PME. Du coup, en 2019, une franchise de 10 000 euros a été mise en place pour l'ensemble des montants engagés. Et puis, il y a une nouvelle évolution. En 2020, cette franchise a été relevée à 20 000 euros. Alors, ce qu'on constate, c'est que par le biais d'une enquête assez récente d'Amical, 30% des PME ont déclaré que ce nouveau cadre législatif aura un impact sur leur politique de mécénat. Alors, un impact plutôt positif, hein, soit en termes de stratégie, avec éventuellement une réallocation de leur budget, soit en termes de budget, avec la volonté d'aller peut-être un peu plus loin en matière d'engagement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, néanmoins, il y aurait seulement 60% des PME qui auraient connaissance de cette mesure, donc il y a un vrai travail de sensibilisation à mener. Et lorsqu'on parle de sensibilisation, au-delà de ce cadre législatif qui a évolué, il y a aussi des actions à mener pour développer le mécénat auprès des TPE-PME. En 2016, ce sont les données les plus récentes qui existent à ce sujet, il y aurait eu 74 000 entreprises qui ont déclaré des dons, ce qui représente seulement 4,1% de l'ensemble des entreprises françaises. Alors là, c'est toute taille d'entreprises confondues. Lorsqu'on parle des TPE françaises, seulement 2,7% d'entre elles ont déclaré des dons en 2016, et ce ratio monte à 20% chez les PME. Ce qui explique ces ratios quand même assez faibles, et en particulier du côté des PME, c'est surtout la méconnaissance des mesures fiscales qui existent et des moyens qui peuvent être consacrés. Parce que souvent, on a tendance à penser que le mécénat ne se fait que sous forme de dons numéraires, alors qu'il y a, comme on l'a évoqué, des dons en nature ou de compétences qui sont possibles. Il faut savoir qu'il y a plusieurs organismes qui œuvrent à faire connaître les contours et les avantages du mécénat, notamment auprès de fédérations ou de syndicats professionnels. Alors, parmi ces organismes, on a Amical, je pense à la Fondation de France également. Et puis, il y a le ministère de la Culture qui souhaite aussi créer dans chaque région des pôles mécénat, alors qu'ils définiraient comme des centres de ressources, là je lis, hein, des centres de ressources et points de convergence des acteurs locaux de l'intérêt général. L'objectif de ces pôles mécénat, c'est de favoriser le développement du mécénat collectif, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui consiste pour les entreprises à regrouper leurs moyens pour contribuer au développement d'un ou de plusieurs projets en commun. Alors j'aborde maintenant la troisième et dernière partie, et je vous propose dans un premier temps de nous pencher sur les perspectives du mécénat, bien sûr, à l'heure de la crise du coronavirus, mais surtout, dans les grandes lignes, de vous présenter l'environnement conjoncturel dans lequel on évolue actuellement. Alors, il faut savoir que, d'un point de vue macro, avant la crise sanitaire, on attendait en France une croissance molle pour 2020, avec une hausse du PIB autour de 1,2%. Lors de la réalisation de cette étude en fin d'année 2020, le GERFI tablait sur une baisse du PIB de 8,8% en 2020, avant un rebond de 7,4% en 2021. Et bon, c'est un peu révisé. Cette donnée a été mise à jour très récemment et nos prévisions ont été revues à la baisse, à la fois pour 2020, puisqu'on table désormais sur une baisse du PIB de 9,2% en 2020, et un rebond plus faible qu'attendu, qui serait plutôt de l'ordre de 5,3% pour 2021. Alors cette crise, elle va avoir un impact assez important sur l'activité des TPE et des PME. Ce qu'on a constaté depuis le début de la crise, c'est qu'il y a eu une mobilisation assez rapide de l'État en termes d'aide, avec la mise en place de différents dispositifs, notamment le chômage partiel, les aides aux TPE, l'ajournement de certains frais, des crédits de trésorerie, la mise en place de divers plans de relance. Grâce à toutes ces aides, on constate qu'en fait, le risque de défaillance il est plutôt tempéré à court terme. L'objectif principal de ces aides, c'est de préserver les capacités et la trésorerie des entreprises
et notamment des TPE et des PME. On a à disposition depuis quelques jours, quelques semaines, des données sur le taux de défaillance des entreprises en 2020. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une baisse de près de 40% par rapport à 2019, qui est, on va dire, inédite, mais qui est à double tranchant, puisque le risque, en fait, est reporté dans le temps. Reporté dans le temps comme les problèmes de trésorerie, puisque tout ce qui a été ajourné au cours des derniers mois, au cours des prochains mois, en termes de dépenses de la part des entreprises, ce n'est qu'un report pour l'instant. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir rembourser les prêts, il va falloir payer tous les frais qui ont été reportés. Et cela va se transformer en un risque de défaillance important à moyen terme chez les TPE-PME, avec des secteurs qui sont peut-être plus exposés que d'autres, notamment les services, l'industrie aéronautique et spatiale, l'industrie agroalimentaire notamment. Voilà, il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés. L'idée, c'est que même si aujourd'hui, on constate que les défaillances sont plutôt faibles par rapport à ce qu'on observe traditionnellement, on va vers une chute drastique, une augmentation drastique des défaillances dans les mois à venir, avec beaucoup d'incertitudes sur le moment où ça va tomber. Alors, pour éviter le dépôt de bilan, les entreprises n'ont d'autre choix aujourd'hui que de préserver autant que possible leur trésorerie et de sacrifier ou de reporter toutes les dépenses qui sont jugées comme superflues ou non essentielles. Alors, parmi les dépenses de ce type, il y a les dépenses de communication qui concernent la publicité, salons et séminaires. Les investissements aussi peuvent être mis de côté. Ce qu'on note du côté des TPE et PME, c'est qu'elles ont une forte sensibilité au contexte économique et qu'elles sont les plus susceptibles de supprimer rapidement leur budget de mécénat lorsqu'elles seront mises en difficulté. Donc on voit bien là que les éléments qu'on a présentés en amont peuvent l'actualité peut rendre plus difficile pour convaincre, puisqu'on a des entreprises qui ont des problématiques de trésorerie, des problématiques financières. Moi, je suis convaincu que l'un n'empêche pas l'autre et qu'il faut ouvrir le champ des possibles et être innovant en tant qu'association pour proposer des solutions sans forcément générer des flux de trésorerie. On peut tout à fait avoir des aides qui n'entraînent pas des sorties de trésorerie pour les TPE-PME. Donc, ayez ça en tête et soyez force de proposition sur des choses qui peuvent vous permettre d'économiser une partie de votre budget. Tout à fait. Il y a plusieurs exemples qui rejoignent ce que vous venez de dire. C'est que lors du premier confinement au printemps dernier, il y a quelques entreprises qui se sont engagées dans du mécénat de compétences en mettant à disposition certains de leurs employés qui n'étaient pas, pour qui l'activité était vraiment au plus bas, et plutôt que de les mettre au chômage partiel, ont dédié une partie de leurs effectifs à des actions de mécénat. Donc ça va au-delà d'un soutien financier. Alors dans ce contexte plutôt maussade, on va voir maintenant quels sont les premiers effets de la crise sur l'engagement des entreprises en matière de mécénat. Alors les données qui vont être présentées dans les slides suivantes s'appuient sur une enquête qui a été réalisée là encore par l'organisme Admical et qui a été réalisée lors du premier confinement au printemps 2020. Alors, d'après cette enquête, il ressort que la quasi-totalité des entreprises mécènes ont mené ou avaient l'intention de mener des actions de mécénat spécifiques à la crise du coronavirus.
Elles étaient 86% selon cette enquête. Plusieurs grands groupes ont notamment apporté un soutien financier et logistique important dès les premiers jours de la crise. Alors je pense par exemple à LVMH et Hermès dans le monde du luxe qui ont dédié des lignes de production à la fabrication de gel hydroalcoolique pour les hôpitaux. Mais il y a aussi de nombreuses TPE-PME qui sont mobilisées en fabriquant bénévolement des masques notamment. Autre donnée marquante qui ressort de cette enquête, plus de 8 mécènes sur 10 ont maintenu l'intégralité de leurs engagements qui ont été pris avant la crise. Voilà, ils sont restés ainsi aux côtés de leurs partenaires et se sont un petit peu adaptés à l'urgence de la crise en revoyant parfois leur contribution, leur stratégie de mécénat. Voilà, on va le voir juste après. Face à la pandémie du coronavirus, près d'un tiers des entreprises, 31%, ont augmenté leur budget de mécénat et 63% l'ont maintenu à un niveau identique pour répondre à cette crise économique et sanitaire et surtout à l'urgence médicale et sociale. D'après l'enquête, plus des 3/4 des mécènes ont même débloqué des fonds exceptionnels et près des 2 tiers ont réorienté une partie de leurs dons pour pallier les besoins qui ont émergé pendant la crise. Alors, ces besoins, comme on va le voir sur la slide suivante, ils portent notamment et en particulier sur l'accompagnement des populations vulnérables, sur le soutien scolaire et la lutte contre le décrochage scolaire, et sur le financement de l'aide d'urgence aux établissements de santé. Voilà, ce sont vraiment les principaux axes d'intervention des entreprises mécènes depuis le début de la crise du coronavirus. Dernières données qui seront présentées sur les premiers effets de la crise, on constate que les entreprises ont multiplié les modes d'action pour couvrir un maximum de besoins. Via cette slide, on se rend compte qu'il y a près d'un tiers des entreprises qui ont eu recours à 3 formes de mécénat et plus d'un quart à 2 formes de mécénat. Donc l'idée, et c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que les mécènes se sont vraiment adaptés aux besoins de leurs partenaires. On a déjà vu aussi en tout début de présentation qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui avaient recours à plusieurs formes de mécénat. C'est un constat qui est observé également depuis le début de la crise. Alors pour conclure, on va voir quels sont les risques à moyen terme en matière de mécénat. À la question « Quel est l'impact de la crise sur vos axes d'intervention ?» 41% des mécènes ont engagé une réflexion sur leurs axes d'intervention, tandis que 7% d'entre eux ont d'ores et déjà décidé d'investir de nouveaux domaines. Pendant la crise, les entreprises ont fait preuve de générosité. Néanmoins, elles pourraient revoir à la baisse leurs dons à moyen terme, tout simplement parce qu'elles sont ou elles vont être exposées à des difficultés financières. Et puis surtout, il y a un vrai manque de visibilité sur la situation économique et sur leur activité de manière générale. Alors, il faut savoir qu'il y a des budgets qui ne peuvent pas être modifiés en cours de mandat. C'est le cas des budgets des fondations. Mais par contre, les fonds qui sont distribués en régie directe, eux, ne sont pas garantis. Du coup, plusieurs entreprises pourraient mettre en suspens leurs actions de solidarité et concentrer leurs efforts et leurs ressources au maintien de leur pérennité, puisqu'on l'a vu, il y a quand même un risque de défaillance quand même assez élevé à moyen terme. Malheureusement, les TPE et PME, elles sont en première ligne, elles font partie des entreprises les plus exposées à la crise. Du coup, ce qu'on pourrait observer, c'est une évolution des types de projets aidés avec certains domaines comme le sport, la culture ou l'environnement qui pourraient être délaissés au profit d'autres domaines qui sont jugés plus urgents, tels que le social et la santé,
domaines qui ont été largement investis par les mécènes depuis le début de la crise. Voilà. Après, aujourd'hui, il est il est trop tôt pour savoir si l'impact et les risques d'un point de vue mécénat vont être majeurs ou pas. Ce qu'on sait, c'est que le risque des défaillances est élevé, que de nombreuses entreprises sont susceptibles de couper leur budget mécénat. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est le message qu'a fait passer Jean-François. Hein. Voilà, il y a diverses manières de s'engager en matière de mécénat. Et puis, c'est aussi une façon pour de nombreuses entreprises de s'inscrire dans la durée, d'éventuellement modifier leur stratégie de mécénat, en tout cas à moyen terme pour gérer l'urgence, mais peut-être réorienter leurs actes d'intervention une fois que la crise sera passée et revenir à des projets aidés peut-être plus proches de ce qu'on a observé au cours des dernières années. Voilà pour. Merci Jugurtha pour ce tableau de ce qui se passe aujourd'hui et de l'impact sur le Covid, sur le mécénat. On voit bien que on a un climat économique qui, a priori, n'est pas positif. Ceci étant dit, moi, je pense qu'il faut toujours garder espoir et je pense qu'il est important de rappeler deux choses utiles. Tout d'abord, les associations sont, à partir du 31 décembre 2020, donc sur l'année 2021, en train de préparer des comptes qui vont être impactés par la réforme du plan comptable associatif. Cette réforme, elle paraît pas forcément encore très visible, sauf pour les techniciens que nous sommes qui avons la tête dans les comptes, mais elle va avoir un impact significatif, puisque ça fait 20 ans qu'on n'avait pas eu de réforme. Donc déjà, en soi, c'est un changement. Et ça a quand même des impacts significatifs en termes de présentation des états financiers, en termes de mention d'un certain nombre de choses en annexe. Et ça va toucher le mécénat, parce que le mécénat en nature, les contributions volontaires, tout ce qui est bénévolat, les aides en compétences vont être beaucoup plus visibles et beaucoup plus lisibles. Je pense que chez Fideliance, on dit toujours qu'il faut utiliser ces contraintes. D'une part parce que si c'est une contrainte, on n'a pas le choix, donc autant l'utiliser. Et d'autre part parce que derrière une contrainte, il y a une opportunité. Vous avez là l'opportunité d'utiliser cette réforme et on essaiera d'aider nos clients là-dessus. Mais vous pouvez utiliser cette réforme pour mettre en valeur le mécénat existant ou pour mettre en valeur là où vous avez des sources de mécénat possibles. Et n'hésitez pas à utiliser cette réforme pour aussi, dans vos budgets, vous donner des objectifs sur du mécénat dans les années à venir. Parce qu'il y a demain un vrai enjeu pour les entreprises, mais aussi pour les associations de retrouver des nouvelles ressources avec les subventions qui tendent à se tarir pour un certain nombre. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé de la crise économique, mais il y a aussi un mouvement de fond sociétal. On ne va pas rentrer dans le politique ou le philosophique, mais on a quand même une tendance à la quête de sens. Et cette quête de sens, elle est faite au niveau individuel, au niveau politique, mais aussi au niveau entreprise, avec l'arrivée des recherches de labellisation de responsabilité sociétale, environnementale, avec une envie de se tourner vers la société, l'arrivée des sociétés à mission, etc. Pour moi, cette quête de sens, c'est un formidable Eldorado pour les associations qui cherchent du mécénat. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut juste faire des choses simples. Vous n'allez pas, pour faire une campagne de mécénat, et je terminerai là-dessus, il y a 5 conseils à vous donner. C'est d'abord, choisissez votre population. Rappelez-vous de votre objet social, votre caractère propre en tant qu'association, et qui
quelle entreprise vous pouvez toucher et pourquoi. Ça peut être une entreprise ou ça peut être un homme, puisque vous touchez d'abord le dirigeant par la mission que vous avez. Donc, pensez à quelle est votre population que vous allez cibler sur cette campagne de mécénat. Ensuite, proposez-leur une promesse. Un chef d'entreprise, même s'il a des aspirations personnelles, il a quand même une boutique à faire tourner. Donc, il faut que vous arriviez avec une promesse. Est-ce que vous voulez l'aider à montrer que son entreprise aide la lutte contre le cancer ou est sensible aux populations locales en difficulté ou vise à faire de la recherche pour trouver un virus en 2024 qui fonctionne mieux pour le Covid-33, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut arriver avec un message à lui dire. Il faut écouter ses attentes, parce que chaque chef d'entreprise a des attentes particulières. On parlait des populations tout à l'heure. Il faut bien que vous compreniez si votre politique de mécénat, elle va être dans l'intérêt de ses clients, dans l'intérêt de son réseau, pour son aspiration personnelle et ses valeurs, ou pour emmener son équipe vers quelque chose. Donc, écoutez ces attentes et utilisez-les pour adapter votre promesse. Il faut faciliter la vie du chef d'entreprise. C'est souvent des personnages qui sont occupés, qui font le mécénat en plus du reste. Et donc, arriver avec un outil simple, facile à mettre en œuvre, c'est autant de chances que vous mettez de votre côté pour aller vite et trouver des mécènes. Et enfin, il faut faire campagne. On ne peut pas être à fond pendant 12 mois. Et donc, les politiques de recherche de mécénat qui fonctionnent sont souvent celles qui sont en périodique, avec une périodicité, pour que, au fur et à mesure du temps qui passe, les entreprises se rappellent et se retrouvent dans un timing régulier et que vous puissiez, une fois par an ou 2 fois par an, arriver avec une campagne. Soit une périodicité liée à votre politique de recherche de fonds. Si vous cherchez pour tel ou tel investissement, ben c'est à ce moment-là qu'il faudra arriver avec un projet ciblé, soit avec une régularité annuelle si vous êtes plutôt dans une recherche de fonctionnement. Donc voilà, choisissez votre population, préparez votre promesse, écoutez les attentes des TPE, PME et elles en ont. Facilitez la vie pour faire simple et puis faites campagne de façon régulière. Avec tout ça et les avantages fiscaux que vous avez, il n'y a aucune raison que le mécénat ne continue pas à se développer. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on avait à vous dire. Si vous avez des questions liées au mécénat ou liées à différents points qu'on a pu aborder, on est tout à fait à votre disposition pour en échanger, que ce soit des questions techniques ou des questions plus générales. Bon, pendant que je laisse réfléchir si vous avez des questions, de toute façon, vous avez, je dirais, notre mail si vous souhaitez soit obtenir le support, soit avoir réponse à d'autres questions qui peuvent vous venir après. Moi, je voulais vous remercier de ce temps ensemble. Merci Jugurtha pour tout le travail en amont qui a été fait avec les équipes de Xerfi et avec Cro pour travailler. Alors, je vois qu'on a une question. Donc, alors oui, le plafond est valable outre-mer. C'est un plafond national. Donc, il n'y a pas de spécificité sur ce plafond crédit d'impôt par rapport à la métropole. Donc, toute TPE, PME en France, DOM-TOM inclus, peut bénéficier d'un crédit d'impôt de 20 000 €. Voilà pour la réponse à Cécile Reynaud-Urruti. Voilà, donc merci à tous. Alors, moi, je voulais faire un clin d'œil parce que j'ai vu que dans les participants, il y avait le secours populaire. Chez Fidelios, on a eu la chance de faire une belle opération avec cette association au moment de Noël. Alors, ça n'a pas été un mécénat de compétences, mais plus un partenariat.
mais ça a quand même, pour nous, en interne et au niveau de nos équipes, mais aussi de nos clients, été une vraie source de satisfaction. On a mobilisé beaucoup de forces grâce au Secours populaire au moment de Noël pour faire de la collecte de cadeaux. Et c'est un clin d'œil et c'est aussi, je dirais, un témoignage du fait qu'il ne faut pas hésiter à venir auprès des entreprises pour proposer des projets ou des idées. Et inversement, si vous êtes chef d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire qui sont source de valeur, à la fois de valeur humaine, mais aussi de valeur pour l'environnement de l'entreprise et donc indirectement de valeur monétaire. Alors, je vois qu'on a une autre question. Alors, est-ce que ce type de webinaire sera développé et si oui, y a-t-il un programme prévisionnel? On a tous les ans entre 2 et 3 webinaires qui parlent spécifiquement des problématiques associatives. Donc, écoutez, on a noté vos coordonnées, donc on ne manquera pas de vous y inviter. Vous dire quand, c'est difficile parce que ça dépend un petit peu de ce qu'on a à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra vers vous pour vous y convier. Voilà, et écoutez, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous pour votre attention. On espère que ça a répondu à vos attentes. Et puis, on vous souhaite une bonne après-midi et on espère que vous allez vous engager dans votre démarche de mécénat très rapidement. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.